Ben bonjour la France de Macron, du coup, même si ça fait mal de le dire. J'espère. Alors, moi, personnellement, j'aime bien faire des vidéos longues et un peu chiantes où je parle d'histoire et de comment on l'écrit et de où elle arrive jusqu'à nous. Parce que l'histoire, c'est un peu comme la bouffe. Quand on commence à regarder comment on la prépare, on a un regard différent dessus. Alors des fois, ça peut en dégoûter, mais des fois, ça peut donner envie de mieux manger. Et le problème, c'est que quand on veut voir comment on fait de l'histoire, ça implique de se poser des questions un peu chiantes au départ, notamment d'où ça vient, qu'est-ce qui nous a permis de savoir un certain nombre de choses. Alors bon, savoir une date, c'est pas trop compliqué, il suffit que quelqu'un l'ait noté. Mais par contre, dès qu'il s'agit d'avoir un récit un peu plus détaillé des choses, bah forcément les gens sont un peu biaisés. Imaginez juste que dans 2-3 siècles, on veuille faire le récit de la France d'Emmanuel Macron, justement, et que pour ça, on n'ait que les mémoires d'Emmanuel Macron et quelques discours de Jean-Luc Mélenchon, ça risque de donner quelque chose d'assez folklore. Donc, si en plus, il y a 2000 ans d'écart avec la période, ça commence à être sacrément compliqué. Parce que là, aujourd'hui, je vais vous parler des Romains, et le problème des Romains, c'est que d'un côté, ils nous ressemblent un petit peu, hein. Quand on va à Pompéi, on voit des fast-food, on voit des passages piétons, on se dit, après tout, ils étaient pareils que nous, ils avaient envie de bouffer, d'aller aux toilettes. Sauf que les Romains, ils pensaient de façon totalement différente, en fait, sur plein de choses, et qu'il y a plein de choses qu'aujourd'hui, un Romain ne comprendrait pas, et il y a plein de choses que nous, on aurait du mal à comprendre si on revenait dans leur époque. Un exemple tout con, c'est par exemple l'idée d'orientation sexuelle. Vous expliquez ça à un Romain, il ne comprendra pas, parce que les Romains, ils ne se posent même pas la question, ils n'ont pas de mots pour définir ça. Expliquer ce que c'est qu'un hétérosexuel, ils ne savent pas faire. On a des textes où il y a des Romains qui galèrent à expliquer que un de leurs empereurs couchait qu'avec des femmes, parce que ça leur semble un petit peu bizarre. Donc, ça vous donne un peu une idée de toutes les difficultés qu'il y a quand on essaie de se pencher sur de l'histoire romaine. Et parmi ces exemples de l'histoire romaine, il y a la question des empereurs. Et là, forcément, c'est une question politique. Ceux qui nous parlent des empereurs romains, forcément, ils ont quelques arrière-pensées. Soit c'est pour expliquer que c'est vraiment des gens trop bien et que c'est super de vivre sous leur époque. En général, ça c'est ceux qui attendent une promotion. Hein. Coucou Pline le Jeune qui a passé sa vie à écrire des lettres super à des empereurs en leur expliquant que vraiment ils étaient super et que ce serait bien qu'ils lui filent un bon poste. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, passent leur temps à écrire des saletés sur les empereurs précédents. Là aussi, ça leur permet d'avoir un bon poste avec le nouveau, en montrant à quel point les précédents étaient vraiment odieux et du coup à quel point celui sous lequel ils sont, vraiment, ils ont de la chance. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein de portraits d'empereurs complètement tarés. On pourrait parler de Domitien, par exemple, qui aime arracher les ailes des mouches, visiblement, et qui est devenu parano au point de faire installer des miroirs un peu partout dans son palais, des fois que quelqu'un essaierait de le planter. Manque de bol, il a fini assassiné quand même. On pourrait parler de Néron, qu'on suspecte d'avoir fait cramer Rome, et qui aurait, selon la légende, chanté des chansons pendant ce temps. Qu'on suspecte pas du tout, on sait qu'il a buté sa mère après plusieurs tentatives, hein. Il a essayé de l'empoisonner, elle a résisté, il lui a filé un bateau piégé, elle a survécu. Finalement, il lui a envoyé une colonne de soldats pour la trucider, c'était plus simple. Et le chef de la bande, là, le plus badass, c'est quand même Caligula, parce que Néron, par exemple, il a tenu une quinzaine d'années quand même avant de finalement se retrouver avec une émeute, et même après sa mort, il continue à rester populaire. Il y a eu des faux Néron un peu partout dans le monde, comme il y a des faux Michael Jackson. Donc ça vous donne une idée de la popularité du gars. Caligula, par contre, il a tenu 4 ans. Il n'est pas mort de vieillesse puisqu'il n'avait pas dépassé la trentaine, et que tant qu'à faire, on a trucidé aussi sa femme et son bébé pour être sûr que l'espèce se multiplie pas. Donc, avec lui, il y a un certain problème. Quel est le problème ? C'est que Caligula, souvent, on nous explique qu'il était complètement fou, et que ça serait arrivé après une mystérieuse maladie au début de son règne. Pendant les 6 premiers mois, tout se serait bien passé. Puis d'un coup, il serait tombé malade, et quand il serait revenu, c'était fini, il était fêlé. Alors fêlé de haut niveau, hein, puisque déjà il se prenait pour un dieu, ce qui est assez classique chez les gens de pouvoir. On a un président qui se prend pour Jupiter, mais Caligula aussi, et donc il s'habille en Jupiter, il se balade. D'après certaines sources, il aurait carrément décidé d'habiter dans des temples, parce que pourquoi pas. Je suis pas sûr que ce soit super confortable. Il aurait fait d'autres petits trucs, hein. Il aurait nommé son cheval consul, parce qu'il aimait beaucoup son cheval. Alors certains vont même jusqu'à raconter qu'il lui aurait fait construire un palais consulaire, évidemment, avec de l'or partout et tout. Il aurait décidé d'envahir la Bretagne. Alors, pas la Bretagne, la nôtre, hein, il n'est pas fou à ce point, mais de l'autre côté de la Manche, l'Angleterre. Et puis en fait, il se serait arrêté en chemin, et il aurait dit à ses soldats de ramasser des coquillages.
puis serait reparti ensuite en disant voilà, c'est le butin de mon triomphe contre Neptune. Bon, puis enfin, évidemment, comme on est chez le Romain, il y a tout un tas d'histoires de cul. Il aurait couché avec sa sœur, il aurait couché avec la femme de la plupart des sénateurs romains du moment, hein, tant qu'à faire. Bref, un bon gars. Un peu de sadisme aussi, hein, on lui connaît des blagues assez subtiles. Un jour, il se marre en plein repas avec des notables du coin, et les gens lui disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous fait rire? Oh rien, c'est juste que je viens de tilter que sur un seul geste, je peux vous faire égorger tous les deux. Il y avait un bon humour. Après, c'est des blagues qu'on peut faire que quand on est empereur. Mais ça pose tout ça quelques soucis, c'est que le portrait est un petit peu gros quand même. Parce que à quel point on peut être fou et comment on peut être fou comme Caligula, ça pose des difficultés. D'où on le sait déjà. Alors, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche médico-charlatanesque qui est très populaire à notre époque. C'est quand vous avez un toubib qui a la flemme de recevoir des clients et qui décide d'écrire un bouquin à la place. Ce qui est assez pratique en général, c'est d'écrire des bouquins où vous parlez des soucis de santé des personnages historiques en essayant d'expliquer de façon très scientifique de quoi ils souffraient. Donc là, Caligula, c'est très simple, il y a plein de psychiatres qui se sont penchés dessus pour dire voilà, alors peut-être qu'il était épileptique, peut-être qu'il était schizophrène, peut-être qu'il y avait des problèmes hormonaux, enfin on a fait la liste d'à peu près toutes les maladies, hein, on a été tout voir. Ce qui est très sérieux comme méthode, évidemment, parce que quand on parle d'un gars qui a vécu il y a 2000 ans, c'est très facile d'établir un diagnostic. Déjà que c'est très facile de le faire sur les personnes qui vivent aujourd'hui. Je vous laisse imaginer le sérieux de la démarche. Donc ça, c'est la méthode charlatanesque. Et après, il y a la méthode un peu plus historique qui consiste à regarder les sources, à se demander ce qu'elles valent. Une de nos principales sources, par exemple, sur les empereurs romains, c'est Suétone. Suétone, c'est un petit peu le closer de l'époque romaine, hein, c'est-à-dire le gars, chaque fois qu'il trouve un ragot, il le balance. Il a écrit ce qu'on appelle la vie des 12 Césars. À peu près toutes les personnes qui ont suivi des cours de latin ont bouffé des passages de la vie des 12 Césars. C'est très rigolo d'ailleurs, hein. C'est lui qui raconte en détail comment Néron a fait flinguer sa mère, etc. Il y a plein de détails super savoureux. Le problème, c'est que Suétone, il écrit une centaine d'années après la mort de Caligula, donc il n'a pas été témoin du tout du truc. Des fois, par contre, il dit oui, j'ai rencontré un vieux qui a connu cette époque-là. Bon, puis c'est de la source ultra précise, hein, classique. Donc, Suétone, il aime bien rapporter les ragots, d'autant plus que il se trouve qu'il est sénateur, et que Caligula était pas super sympa avec les sénateurs. Donc l'idée, c'est que plus il va défoncer ces empereurs-là qui étaient pas super sympas avec les sénateurs, plus ça envoie un message à l'empereur sous lequel il est, sous le règne duquel il vit. Ça paraît dire, voilà, sois sympa avec le Sénat, toi, sois pas comme eux. Donc du coup, c'est vrai que Suétone, il a écrit pas mal de trucs sur Caligula, mais quand on lit entre les lignes, on peut faire d'autres analyses. Tenez par exemple le coup du cheval consul. Le coup du cheval consul, bon effectivement, on peut imaginer Caligula, le mec avec un entonnoir sur la tête qui se dit « je vais faire de mon cheval un consul ». On peut aussi imaginer que ce soit juste une bonne blague pour se moquer des consuls, en leur disant « écoutez les mecs, vous servez tellement à rien que je pourrais faire mon cheval à la place ». C'est un peu comme si on décidait lors des prochaines législatives de présenter une chèvre, parce qu'on se dit que nos députés servent pas à grand chose. Tentez le coup, je pense que ça pourrait avoir un certain succès. Et puis, il y a d'autres coups. Alors, le coup du cheval, d'ailleurs, même si c'est ce qui revient le plus, même Suétone, qui pourtant rapporte à peu près tous les ragots qu'il peut, même Suétone, il a des doutes. Donc, c'est vous dire à quel point c'est pas sûr. Mais il y a d'autres coups. Le coup du dieu, par exemple. Bon, c'est vrai qu'à Rome, on dit l'empereur est divin, mais les Romains, ils y croient pas trop. Il y a une histoire comme ça qui permet de s'en rendre compte, c'est l'empereur romain Vespasien, une cinquantaine d'années après Caligula. Au moment où il meurt, il est en pleine crise de chiasse, il meurt, et au moment de mourir, il dit « Ah, c'est terrible, je suis en train de devenir un dieu ». Donc ça vous donne une idée du point auquel il croit à ce truc-là. Ça aussi, c'est le genre de blague qu'on peut faire que quand on est empereur, et en plus que quand on est en train de mourir de la chiasse, donc je sais pas si elle vous servira. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que ouais, à Rome, ça passe moyen de se prendre pour un dieu. Par contre, en Orient, à la même époque, les gars, ouais, ils y croient au roi dieu. Les Égyptiens, par exemple, ça fait 3000 ans qu'ils ont des pharaons, qui sont des dieux, donc ça rentre tout à fait dans leurs mœurs. Or, Caligula, dans son enfance, il est passé par l'Égypte, il est passé par la Syrie. Donc finalement, le coup de l'empereur-dieu, c'est pas si fou. C'est juste un truc qui marchait dans certains coins où il est passé, par contre, à Rome, il passe pour un con. Quelques années plus tard, il passerait beaucoup moins pour un con, parce que petit à petit, ça a fini par rentrer dans les mœurs. Et la monarchie de droit divin, c'est quand même un truc qu'on a eu pas mal de temps. Les tripes sur Dieu qui guérit les malades par l'intermédiaire du roi qui fait toucher les plaies, enfin, c'est des trucs, hein, il y a pas mal de gens qui y ont cru, donc c'est pas forcément si fou, mais dans le contexte de Rome, c'est complètement fou.
Et alors le coup de l'invasion de la Bretagne qui finit par une pêche au coquillage, bah, ça aussi, bizarrement, on peut trouver des explications. Alors il y a les explications linguistiques, il y a tout un tas de gens qui se sont dit oui mais attendez, le mot qui veut dire coquillage, peut-être qu'il désigne aussi les petits bateaux qu'utilisaient les Bretons et donc ils disaient surtout qu'il fallait aller les couler, ou peut-être qu'ils parlent de bouclier. Bon, puis il y a ceux qui ont une approche encore plus cynique qui se disent attendez, envahir la Bretagne quand vous êtes romain c'est pas facile, il faut traverser la Manche, les Romains c'est des marins de merde, ça fout la trouille vraiment aux Romains. Et d'ailleurs, quand quelques années plus tard, l'empereur suivant, Claude, a voulu faire la même traversée, ces soldats n'ont pas voulu, ils ont eu la trouille, et il a été obligé d'envoyer un esclave qui a dit « bah moi j'y vais », et du coup les autres se sont dit « bon, si un esclave y va, faut qu'on y aille ». Peut-être que Caligula n'avait pas ce charisme-là, et peut-être que du coup, le coup des coquillages, c'était juste pour se foutre de la gueule de ces soldats, en leur disant « bon bah écoutez, puis vous êtes si courageux, vous avez qu'à ramasser des coquillages, et ce sera votre butin ». Ou peut-être juste que c'est que Caligula a tenté une campagne militaire, que ça s'est pas super bien passé, et que du coup, quand il est rentré à Rome, bon, bah, il a voulu faire un triomphe quand même parce qu'il est empereur, et que tout le monde s'est foutu de lui, et puis que d'année en année, l'histoire a été amplifiée. Et alors, il y a ces histoires de cul. Et ces histoires de cul, là aussi, ben, finalement, on voit surtout que Caligula violait certains tabous. Par exemple, au début de son règne, sa sœur est morte. Et il aimait beaucoup sa sœur, donc il lui a rendu beaucoup d'hommages. Il a fait des jours fériés. Alors on va jusqu'à dire qu'il voulait faire exécuter quiconque rigolait pendant les jours de deuil. C'est peut-être un peu gros. Mais pour les Romains, ça passe pas, parce qu'un empereur, ça doit rester digne, ça doit rester propre. Ça doit garder le contrôle de ses émotions. Donc un empereur qui fait décréter un deuil national pour sa sœur, ça marche moyen. Alors forcément, on a du mal à savoir, et du coup, bah, les gars ont fini par se dire peut-être qu'il était incestueux avec sa sœur et à raconter ce genre de trucs. Pareil, il y a des accusations qui circulent, comme quoi pendant les repas, il recevait un patricien. Bon, il emmenait sa femme dans la pièce à côté, puis il revenait, il faisait des commentaires en lui disant « ouais, elle est pas mal, ouais, alors elle baisse pas super bien en fait, tu devrais changer ». Bon, ça plaisait pas super bien, mais c'est des anecdotes qu'on a sur d'autres empereurs, même Auguste, qui est plutôt bien vu dans l'historiographie. Donc finalement, on se rend compte que les critiques, la folie de Caligula, c'est souvent des critiques un petit peu standardisées, et qu'on ne saura jamais vraiment si Caligula, si Néron, si tous ces gens-là étaient des empereurs fous. Ce qu'on sait par contre, c'est quand Caligula est mort, une partie des sénateurs qui ont comploté plus ou moins pour le faire assassiner se sont quand même planqués quelques jours parce qu'ils savaient que la population était assez triste. Donc c'était peut-être pas si fou que ça, ce Caligula. On sait aussi que tant qu'à faire, quand même, pour tuer le monstre, ils en ont profité pour tuer sa femme et pour éclater la tête de son bébé contre un mur. Mais bon, quand on élimine un monstre, on a le droit d'être monstrueux, donc ça va, ça passe, Joker. Mais finalement, on peut réfléchir un peu plus largement sur les fous et les monstres, parce que c'est quand même une explication qui est super pratique pour nous, quand on veut se rassurer. Parce que Caligula monstrueux, finalement, ça nous évite d'avoir à trop réfléchir à la société dans laquelle il évoluait, au pouvoir, à ce genre de choses. Mais bien plus récemment, prenez Hitler par exemple, il y a eu combien d'études pour essayer de comprendre pourquoi Hitler était comme ça? Alors il y a eu les études sur les couilles d'Hitler. Hitler avait-il une seule couille, ce qui expliquerait qu'il soit devenu nazi, ce qui expliquerait 6 millions de juifs morts? Il y a des études là-dessus. Il y a des études, alors oui, Hitler était-il psychopathe, etc., etc. Et manque de bol. Quand on gratte, on se rend compte que ben non, en fait, du point de vue purement psychiatrique, Hitler est tristement normal. C'est pas un gars particulièrement brillant, mais c'est pas un fou. Bon, il devient un peu parano sur la fin, mais c'est un peu logique. Il y a même ses officiers qui veulent lui faire péter des bombes à la tronche, donc ça peut faire se lever quelques doutes sur l'entourage. Mais donc, ce n'est pas un fou. Et là, le problème, c'est que quand on dit ça, quand on dit Hitler n'est pas un fou, bon, ben, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Alors, certains sont allés chercher du côté de la perversion. Il y a des gens qui nous expliquent, par exemple, Hitler était peut-être homosexuel. Alors bon, forcément, aujourd'hui, on voit plus l'homosexualité comme une perversion, donc c'est plus une excuse qui marche. Mais il y a eu des époques où on allait chercher ce genre de truc. Bon, il y a des types qui vont aller chercher, oui, Hitler était végétarien, peut-être que ça explique que... On peut aller chercher plein de trucs comme ça, hein, c'est fascinant. Ou alors on peut essayer d'expliquer le nazisme avec des vrais arguments. On peut essayer de comprendre la situation de l'Allemagne dans les années 20 et 30. On peut essayer de comprendre comment le nazisme a fini par s'enraciner. On peut essayer de comprendre comment plusieurs millions d'Allemands ont participé à des crimes de guerre sans trop scier. Et puis comment, pendant les années qui ont suivi la guerre après, ils n'ont pas mystérieusement disparu d'un coup de baguette magique, hein, et que dans les années 50, 60 encore, vous pouviez croiser votre boulanger qui avait peut-être été capot à Auschwitz, vous n'en saviez pas grand-chose. Bon, on avait jeté un voile pudique là-dessus, c'était Hitler, il était fou. J'ai même eu quelqu'un qui m'a expliqué de façon très intelligente, très scientifique, que Hitler était possédé par le diable.
Ce qui offre une explication, ma foi, assez agréable, parce que finalement, Hitler est fou, moi je suis pas fou, donc il n'y a aucun risque que je devienne Hitler, du coup je peux faire ce que je veux. Et ça permet d'éviter de se poser certaines questions sur l'évolution des mouvements autoritaires, sur ce genre de façon de faire. Et donc finalement, je crois que les fous, les monstres, faut s'en méfier, parce que c'est surtout des bonnes excuses, et qu'il faut gratter un peu plus loin, essayer de les comprendre, parce que c'est là que ça devient vraiment flippant finalement, c'est là qu'on se rend compte que c'est des gens comme nous, et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut aussi qu'on se méfie de nous-mêmes, et qu'on réfléchisse un petit peu sur nos méthodes, sur nos façons de faire, et ça c'est vachement plus compliqué. Donc finalement, Caligula était-il fou, oui ou non? On n'en sait rien, on n'en saura jamais rien. Vous aurez toujours des gens qui viendront vous expliquer la vérité sur machin, sur truc. En fait, on sait rien, et c'est finalement beaucoup plus passionnant, je trouve, d'essayer de décortiquer les sources, de voir d'où ça vient, et d'essayer d'en tirer quelques analyses plus ou moins intéressantes. Surtout si à la fin je parle des couilles d'Hitler.